Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout le bilan culturel du mois de mai. Et j'en profite juste avant de commencer pour te dire que comme la fin de l'année scolaire approche, même si dans mon cas ça sera plutôt vers septembre, et qu'il y a eu les résultats Parcoursup, que tout simplement c'est aussi la fin de l'année. Bref, je me suis dit que peut-être c'était l'heure de faire une FAQ sur YouTube. Donc si tu as des questions, tu peux encore les poster sous ce post-là. Et j'ai déjà récolté les petites questions qu'il y avait sur Instagram. Comme ça, voilà, je vais tout rassembler. Donc tu peux me poser des questions sur la licence d'histoire de l'art, archéo, sur les masters, sur tout ce que tu veux. En vrai, ça n'a pas besoin d'être focus que sur la fac. Mais voilà, je tenais à te prévenir. Comme ça, si tu as une question, tu peux la poser. Et on va tout de suite commencer ce bilan culturel avec des films d'animation. J'ai regardé Les Mitchell contre les machines. C'est un film qui va raconter l'histoire de Katie qui va bientôt rentrer à l'université et en fait arriver dans un monde qui va lui plaire beaucoup plus puisqu'elle va étudier, il me semble, le cinéma ou la production de vidéos, quelque chose comme ça, dans ces eaux-là, je ne sais plus en détail comme d'habitude. Et elle se sent très incomprise dans sa famille, notamment par son père qui a un peu de mal à comprendre sa passion pour la création de contenu, notamment des courts-métrages où elle met en scène le chien de famille, bref. Et donc le père, pour essayer de renouer un peu les liens avec sa fille, comme au bon vieux temps, il va décider de faire un dernier road trip, donc de partir de chez eux et d'arriver pour la rentrée, même pas la rentrée, pour arriver pour ses premiers jours de cours à la fac. Sauf que pendant ce road trip, il y a eu une énorme conférence qui a lieu où tu as un inventeur célèbre, on va dire, qui a une nouvelle invention, sauf que ça va se retourner contre lui et les machines vont, notamment des espèces de robots et des intelligences artificielles vont se retourner contre les humains, mais les Mitchell arriveront à survivre et tu vas suivre toutes les péripéties de la famille et comment sauver le monde tout en sauvant les liens familiaux, bref. Globalement c'est un peu ça. C'est un film où tu suis un petit peu le parcours initiatique du personnage principal qui va apprendre à mieux connaître son père et même son père aussi à mieux comprendre sa fille et inversement, enfin t'as compris. Donc c'est un film qui va beaucoup traiter des liens père-fille, du fait que l'enfant a grandi et que non, elle a plus de 3 ans, et du côté du père que son père n'est pas un idiot qui ne comprend rien. Donc voilà. C'était aussi très sympathique au niveau des graphismes, donc moi je te conseille vivement ce film. Souvent les films d'animation c'est un truc que j'aime beaucoup. Et j'en ai vu un deuxième, c'est l'avant-dernier Pixar que je n'avais pas vu, qui s'appelle Onward, qui se passe dans un monde moderne, fantastique, donc avant d'arriver à leur ère moderne. Dans l'ancien temps, il y avait de la magie, etc. Mais au fur et à mesure des générations et de l'évolution de la civilisation, cette magie a disparu. Tu vas suivre du coup deux frères, donc Yann et Barney, j'ai oublié son nom comme d'habitude. Le grand frère ça doit être Barney ou quelque chose comme ça, bref. Et donc le film commence, c'est le jour de l'anniversaire de Yann, donc le plus jeune de la famille, qui va fêter ses 16 ans. Et à cette occasion, sa mère va lui donner un cadeau assez spécial, puisque c'est son père biologique qui avait demandé à la mère de donner ce cadeau aux 16 ans de Yann. Le père biologique est décédé quand Yann était à peine né, voire même pas encore né, si je me souviens bien. Donc il a grandi sans père et son grand frère garde que quelques petits souvenirs de son père.
le fameux cadeau va faire qu'ils vont avoir un espoir de voir leur père pendant une journée. Et du coup, encore une fois, c'est encore un parcours initiatique où les deux ados vont passer différentes étapes d'une quête pour espérer voir leur père. Donc cette fois, ça va plus explorer, enfin au premier abord, t'as l'impression que ça va explorer le fait d'avoir grandi sans son père, d'accepter la nouvelle place du beau-père, enfin la nouvelle place, en vrai il est déjà installé depuis un moment, j'ai l'impression dans le film, mais voilà, d'accepter son beau-père, etc. Mais c'est plus finalement un film qui va mettre en avant la relation entre les deux frères, et qu'est-ce que c'est que d'être frère, etc. etc. Donc c'était très mignonnet comme film. Je te le conseille aussi. Le seul petit truc, c'est que de temps en temps, Yann est un peu énervant. En vrai, je me dis, il a 16 ans, c'est peut-être pour ça. Je ne dis pas que tous les jeunes de 16 ans sont énervants, mais voilà, il est un peu dans une phase où il est un petit peu perdu, il a très très peu confiance en lui, etc. Et tout au long de sa quête, il va avoir différentes révélations qui vont l'amener à prendre confiance en lui, etc. Mais c'est vrai que parfois, il est un petit peu énervant. Désolée Yann. Mais vraiment c'est un film que je te conseille, pareil au niveau des graphismes et tout, c'était hyper cool. Et puis on est dans un monde fantastique, donc moi forcément ça me plaît beaucoup. Ensuite, ça faisait très longtemps que je ne t'avais pas parlé d'un film doudou, mais ce mois-ci j'ai regardé un film doudou, waouh! Donc c'est les 102 Dalmatiens, je pense que tu connais l'histoire des 101 Dalmatiens. Bon, ça change pas trop, c'est encore une histoire avec des Dalmatiens, beaucoup trop de Dalmatiens dans mes phrases, mais bref. Sauf que là, c'est le deuxième opus de la série des Dalmatiens, bref. Donc Cruella, à l'époque, avait été emprisonnée, et là, elle sort tout juste de prison parce qu'elle a suivi une thérapie qui fait que maintenant, elle déteste la fourrure, elle ne se voit plus du tout créer des vêtements avec de la vraie fourrure, et elle est ultra investie dans la cause animale, ce qui est un petit peu un comble pour Cruella. Mais un événement va faire que sa thérapie ne va finalement pas fonctionner, et on va suivre tout ça, et on va suivre l'aventure d'une nouvelle famille de Dalmatiens et des complots de Cruella. Bref, j'ai pas besoin d'en dire plus. J'ai aucune objectivité sur ce film. Moi je l'aime beaucoup, notamment la scène avec le gâteau. Si tu connais, voilà, maintenant tu le sais. Si tu ne connais pas, va le voir. Franchement, c'est très sans prise de tête. Et franchement, c'est ce que je cherchais en ce moment. Et après, j'ai regardé un film qui n'a absolument rien à voir, qui n'est pas du tout sans prise de tête, qui n'est pas du tout, comment dire, qui respire pas la joie et le bonheur. J'ai regardé Split, qui va raconter l'histoire d'un homme qui va enlever 3 adolescentes. Cet homme est atteint du TDI, donc du trouble dissociatif de l'identité. Évidemment, toutes les personnes qui ont un TDI ne sont absolument pas comme lui, c'est une fiction, je préfère quand même le préciser. Et d'ailleurs, si tu veux des informations et des explications sérieuses et sur le TDI, je te conseille la chaîne du Journal d'Olympe si ça t'intéresse. Et si tu veux en savoir plus. Donc voilà, évidemment ce film est une fiction. Ça va être un film à suspense où on se demande si les filles qui ont été enlevées vont réussir à s'échapper, si elles vont survivre, etc. etc. Et on se demande aussi pour le personnage principal, tout au long du film, il y a une trame qui dit qu'une nouvelle identité va apparaître, et elle est appelée la Bête, et du coup on se demande si elle va vraiment apparaître, si c'est une fille, enfin si c'est une invention des autres identités de, je ne sais plus le nom du personnage, mais qui est joué par James McAvoy. On se demande en fait si elle va réellement apparaître, etc. Donc voilà, on a tous ces petits suspens. Évidemment,
Il y a un très bon jeu d'acteur de James McAvoy qui arrive à bien avoir des mimiques et une façon de parler très distincte entre les différentes personnalités. C'est un bon film qui reste assez sombre et je le répète, c'est une fiction. Je le répète bien. Ensuite, je vais te parler d'une série inspirée d'un livre lui-même, inspiré... Enfin, je sais pas si c'est un livre purement biographique ou s'il y a un petit peu de fiction, mais qui va retracer la vie de Halston, qui est un créateur de mode américain que personnellement je ne connaissais absolument pas. De toute façon, au niveau des créateurs américains, j'en connais que très peu. Je connais Calvin Klein, c'est américain, oui. Voilà, et c'est tout. Donc ma culture en créateur américain est pas très riche et du coup c'était super intéressant de suivre cette série qui va revenir sur toute sa carrière, sur sa vie, etc. Évidemment, comme dans la plupart des séries un peu biographiques comme ça, tu vois toute l'ascension du personnage, son succès, là où il brille le plus, son ascension, et puis évidemment sa chute, et puis le repos, la paix à la fin, je ne sais pas très bien comment l'expliquer, mais voilà. Moi je trouvais que c'était une très bonne série, notamment parce que on voit la factory de Warhol, donc moi j'étais très contente, évidemment en tant que grosse geek de l'histoire de l'art. Bref, donc la factory de Warhol, je ne sais pas si tu connais, mais en gros c'était un lieu de fête créé par Warhol, mais il y avait aussi de la création artistique, des performances, et c'était un lieu très prisé et un peu fou à l'époque. Il y avait notamment beaucoup de drogues qui circulaient par exemple. Voilà, ça on le voit aussi très bien dans le film, la consommation de drogue, le rapport au sexe que pouvait avoir Halston, le rapport aussi qu'il a à la création, qu'est-ce que c'est que de devoir se renouveler, de créer, mais en même temps d'être dépendant d'entreprises et du monde du business. J'ai pas le mot précis en tête, mais du coup voilà, qu'est-ce que ça fait aussi de ne plus avoir son nom parce que finalement il a vendu son nom à... Alors attends, en gros il s'est allié avec des business. Franchement c'est tellement abstrait mes explications, je ne sais pas. J'ai plus les mots là en tête tout de suite, mais bref, il s'est allié du coup avec des business, ce qui fait que son nom ne lui appartient plus et appartient en fait, est devenu une marque en fait. Voilà. Et du coup ça va explorer tout ça et c'était vraiment très intéressant. Moi j'ai mangé la série assez vite. Et une autre série que j'ai mangé assez vite, c'est Shadow and Bone, la saga Grisha, oui, qui est une série fantastique. Donc dans cette série, tu vas suivre l'aventure principalement d'Alina, mais pas que. Enfin, c'est le personnage principal, mais il y a d'autres choses qui se passent à côté. Donc on est dans un monde fantastique dans le royaume de Ravka, voilà. Qui depuis des millénaires et des millénaires est maudit puisqu'il y a un énorme brouillard qui s'appelle Fold, waouh quelle surprise, qui empêche en fait la circulation entre différents territoires, etc. Et c'est un brouillard où quand tu vas dedans tu meurs parce qu'il y a des gros monstres, etc. Du coup, les gens essayent de tout simplement de détruire cette malédiction, mais c'est très compliqué. Et ce monde est dirigé par des Grishas, qui sont des sorciers très puissants, qui ont chacun leur spécificité. Ça peut être le feu, le vent, etc., etc. Et donc Alina, à ce moment-là, elle est recrutée par l'armée pour accompagner les Grishas puisqu'elle a un poste de cartographe et dans cette armée elle a son amie d'enfance puisque tous les deux sont orphelins et ont grandi ensemble, etc. Et donc ça va suivre un peu les aventures d'Alina puisque tu t'en doutes, c'est pas une cartographe ordinaire
et il y aura un espoir de détruire le Fold. Donc on va suivre un petit peu tout ça. Donc c'est une série qui est quand même assez prévisible au niveau de l'intrigue. Enfin, on voit très bien qui va être le méchant, on voit très bien qui va être amoureux de qui, voilà. Je dirais que c'est quand même une première saison qui met en place beaucoup de choses, surtout pour préparer la seconde saison. Donc j'ai eu quand même un peu l'impression d'une saison introduction, ce qui n'empêche pas que j'ai bien aimé et que j'ai envie de voir la saison 2, parce qu'évidemment j'ai l'impression que il y aura beaucoup plus d'action dans la saison 2 et beaucoup plus de choses intéressantes dans la saison 2, parce que cette saison sert vraiment à poser les choses, à t'expliquer un peu comment fonctionne le monde, etc. Quels sont les intérêts pour certains de détruire le Fold, mais quels sont aussi les non-intérêts pour certains de détruire le Fold, puisque comme les territoires sont très très séparés avec le Fold, bah forcément certains territoires sont dominés par d'autres personnes autres que les Grisha. Donc voilà, qu'est-ce que c'est aussi que... Donc voilà, c'est quand même assez prévisible comme série. Évidemment, on va avoir des trahisons, des complots, des choses qui ne sont pas dites. Tu vas découvrir en même temps que l'héroïne, en fait, qu'est-ce que c'est que les Grisha, comment le Fold est apparu, etc., etc. Mais il n'empêche que ça reste quand même une série sympathique. Moi, je te conseillerais, mais je pense que la saison 2 sera peut-être un peu plus intéressante. Ensuite, j'ai regardé un documentaire Arte qui a été fait par Loïc Prigent. Donc Loïc Prigent, j'en parle tout le temps sur cette chaîne, donc je pense qu'au bout d'un moment, tu es habitué. Et du coup, j'ai regardé le documentaire Scandale dans la mode qui va revenir sur les scandales dans la mode. Waouh, super intéressant. Moi, je trouve que c'est des documentaires qui sont hyper bien faits, avec un montage efficace qui fait que ça passe hyper vite et que même si tu n'y connais rien en mode ou que tu connais rien au monde de la mode, tu comprends très facilement. Donc voilà, si c'est un sujet qui t'intéresse, je te conseille grandement. Ensuite, je vais te parler d'une chaîne YouTube que j'ai découverte ce mois-ci, qui s'appelle Chronique Fiction, qui va prendre par exemple un film et qui va revenir sur un point du film et le décortiquer et l'analyser en quelque sorte. Et c'est hyper intéressant, c'est trop bien fait parce que tu as un personnage extérieur. Avant c'était un médecin légiste, maintenant il y a un nouveau personnage avocat qui te raconte un petit peu tout ça, et c'est vraiment trop intéressant. Je te conseille surtout celui qui parle de la ligne verte. Je sais, c'est pas le film le plus fun au monde, mais cette vidéo était méga intéressante. Je sais pas si j'ai très bien vendu le truc. Je te mettrai peut-être quelques titres pour que ça soit un petit peu plus parlant, parce que mon explication est pas des plus efficaces. Mais vraiment, je te conseille, c'est hyper bien monté, filmé, scénarisé si on veut. C'est trop bien. Vraiment, c'était ma découverte de ce mois-ci et j'ai mangé toutes les vidéos. Voilà. Ensuite, on va passer aux expositions. Donc je suis enfin retournée au musée Chernowski. Je t'en avais parlé le mois dernier de l'installation à Montparnasse qu'il y avait en attendant que le musée réouvre. Donc je suis enfin allée voir l'exposition sur la route du Kisokaido, qui était une expo très intéressante. Et moi généralement j'aime beaucoup les expos du musée Chernowski, même avant d'y avoir un peu travaillé. Donc j'ai quand même un avis objectif, ne t'en fais pas, parce que c'est quand même des expositions où tout est très bien expliqué et où tu peux comprendre très bien les choses. Évidemment, il faut lire les cartels, voilà.
parce que c'est ce qui t'aide à comprendre. Mais au-delà de ça, les œuvres qui sont présentées sont vraiment sublimes, les estampes qu'il y avait étaient vraiment magnifiques. Et en plus de ça, il y a d'autres œuvres à côté qui te permettent d'identifier, de mieux comprendre les éléments qu'il y a dans l'estampe. Par exemple, si un personnage a une armure de samouraï, t'auras à côté une armure de samouraï dans l'exposition pour te montrer voilà, à quoi ça ressemble en taille réelle, à quoi ça peut ressembler, etc. etc. Ou je sais pas, il y avait un nécessaire à pique-nique aussi, donc c'était super intéressant. Donc je te conseille vraiment cette exposition parce qu'elle est très bien expliquée. Il n'y a pas beaucoup de monde qui va qui va dans ce musée, donc je te conseille vraiment. Il est assez petit, l'exposition est du coup assez petite, mais c'est bien parce que du coup t'en as pas marre au bout d'un moment de l'exposition et du coup c'est super cool. Et tu peux en profiter aussi pour aller voir la collection permanente qui vient d'être réaménagée, enfin qui a été réaménagée, ils avaient fini le réaménagement il me semble en octobre dernier, mais bon avec tous les confinements, les fermetures, les machins et tout, je te conseille vraiment d'y aller, c'est hyper intéressant. Pareil, c'est expliqué et c'est un musée qui est très serein et reposant, donc je ne ferai que te conseiller ce musée. C'est à côté du parc Monceau en plus, donc après si tu veux te faire une petite balade, tout ça, ça peut être très sympa. Ensuite, je suis allée à Orsay pour faire visiter à mon copain tout simplement qui n'est... Enfin, ça faisait un moment qu'il n'était pas allé à Orsay. Du coup, on n'a pas fait toutes les expos parce que juste déjà la collection permanente c'est très fatigant de la faire entièrement. Voilà, mais on a fait l'exposition sur les origines du monde. Il me semble que c'est ça. Je vais être obligée un petit peu de la comparer par rapport à la médiation qu'il y a à Chamonski, mais c'est vrai que Orsay, ça a beau être un musée formidable et avoir des collections magnifiques, mais au niveau des expositions, j'ai parfois un peu du mal. Effectivement, il y a des grands cartels qui t'expliquent un peu le fil de pensée de l'exposition et ce qu'on veut te montrer, mais c'est vrai que parfois il y a des œuvres, t'es là en mode bah oui, mais j'aimerais avoir plus d'explications sur cette œuvre, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais en savoir plus du pourquoi, du comment elle est là, pourquoi elle est présentée dans cette partie de l'exposition, j'ai envie d'en savoir plus. J'ai bien aimé la première partie de l'exposition, il y avait des tableaux avec des singes notamment, et tu connais, si tu suis mes bilans culturels, ma passion pour les singes, donc j'étais hyper contente de voir ce genre de tableau, mais bon, bref. Et il y a une deuxième partie que j'ai beaucoup moins aimée, qui est plutôt à la fin, surtout que au niveau de la scénographie, il y a une grosse différence. Au début, on est dans des salles qui sont peintes avec des tons plutôt foncés, et où, je sais pas, c'était une ambiance très chaleureuse et t'avais un peu l'impression, pas d'être dans un cabinet de curiosité, mais d'être bien dans cet espace, et tout d'un coup tu passes sur des murs blancs avec des œuvres qui ont plus rien à voir, et du coup t'as un énorme saut qui se fait, et j'ai pas trouvé ça super, j'aurais peut-être préféré une transition un petit peu plus douce. Donc du coup en fait cette exposition malheureusement je l'ai un petit peu survolée, peut-être aussi parce que j'étais fatiguée, parce que avant on avait fait la collection permanente, mais ça m'a... Enfin en fait les explications qui étaient données et le peu d'informations qu'il y avait finalement sur les œuvres eux-mêmes ne m'a pas donné envie de lire plus finalement. Il y avait des œuvres présentées qui étaient évidemment magnifiques, ça très contente, mais j'ai pas trop apprécié finalement cette exposition, et c'est surtout cette transition là des couleurs très très sombres au blanc que je n'ai absolument pas compris. Enfin, je vois où ils allaient au niveau de la réflexion, etc. Mais j'ai pas trop apprécié. Après, bonne nouvelle, il n'y avait pas trop de monde cette fois, donc voilà. Ensuite, je suis partie à Toulouse en famille voir mon frère qui habite là-bas, bref. Et du coup, évidemment, il fallait que je repasse aux abattoirs qui, du coup, exposent de l'art contemporain, art actuel. Moi, je te conseille vivement d'y aller. Notamment parce qu'il y a une mise en avant d'un bon nombre d'artistes femmes
non occidentales notamment en ce moment, et que c'est hyper intéressant, que j'ai pu voir des choses que je n'avais pas nécessairement déjà vues, etc. Et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est un musée, enfin, est-ce que ça a vraiment le titre de musée, les abattoirs? Mais en tout cas c'est un lieu culturel que j'aime beaucoup. J'en ai fait un TikTok si tu veux avoir des images filmées. Mais ouais, c'est des expos que j'ai quand même pas mal aimé. Peut-être... Alors, il y a des explications qui permettent de mieux comprendre certaines œuvres, parce que parfois ça peut être un petit peu abstrait, l'art contemporain, art actuel. Donc ça c'est plutôt cool. Peut-être qu'il manquait encore quelques petites choses pour un petit peu mieux appréhender tout ça, mais la plupart des œuvres sont expliquées et c'était très très intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et ensuite je suis allée au muséum, notamment pour voir une expo qui s'appelle Magie quelque chose, qui revient du coup sur notre rapport à la magie, des origines, jusqu'à nos jours à peu près. Donc ça va revenir par exemple sur les sorcières, sur la mode du spiritisme au 19e, sur la magie spectacle, etc. etc. Par contre c'était une toute petite expo, moi je pensais qu'elle serait beaucoup plus grande et je m'attendais à plus, notamment même s'ils ont ouvert à d'autres cultures, etc. avec des vidéos de personnes qui parlent, peut-être que ça aurait été plus intéressant de pousser encore plus sur le rapport à la magie à nos jours, notamment avec toute la mode, pas la mode, mais le regain d'intérêt plutôt au niveau des sciences de l'occulte, de la sorcellerie, etc. Comme ce que tu peux voir sur TikTok par exemple, ou le regain d'intérêt pour les cristaux, ce genre de choses. Voilà, j'aurais peut-être aimé voir ça aussi, de voir... de voir tout ça quoi, parce que c'est un peu les restes de magie et de sorcellerie qu'on a aujourd'hui, donc pourquoi ne pas en avoir plus parlé. C'était une expo qui reste quand même intéressante, mais c'est vrai qu'elle était petite, moi je m'attendais vraiment à plus. Donc voilà, sinon j'en ai profité aussi pour faire la collection permanente parce que je ne l'avais jamais faite. Donc voilà, c'est une collection classique d'un musée d'histoire naturelle. Et du coup, voilà. Ensuite, le mois dernier, j'ai totalement oublié de te parler de plusieurs choses. Déjà, pour mon mémoire, je parcours un nombre important de cimetières. Alors là, tu dois te dire, mais quel est le rapport entre l'automobile et les cimetières? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont participé au développement automobile ou qui ont été pilotes, etc., qui sont enterrés dans ces cimetières et qui ont parfois des stèles funéraires sculptées avec des automobiles. Et comme je travaille sur la représentation de l'automobile, je m'y intéresse. Du coup, j'ai fait... en vrai, je sais plus, mais j'avais fait forcément le cimetière du Père-Lachaise, qui étonnamment est un lieu très sympathique où se balader, et il y a des tombes qui sont assez singulières, très particulières, etc. Évidemment il y a des noms que tu connaîtrais sûrement. Et puis j'ai fait aussi le cimetière de Montparnasse, donc c'est là où tu as Gainsbourg, Baudelaire, il y a César aussi, je ne savais absolument pas qu'il était là. Jusqu'à ce que je vois une de ses œuvres sur une tombe. Bref, donc voilà. Globalement, c'était une petite visite du moment. C'est assez particulier de parler cimetière dans un bilan culturel, mais voilà. Et ensuite, je suis allée à Albert Kahn aussi. Alors les collections, le musée est fermé encore parce qu'il est en réaménagement, mais les jardins étaient ouverts. Et ce qui est super cool, c'est que y a un jardin japonais, et tu connais ma passion pour le Japon, la culture japonaise, etc. Et du coup, j'aime les jardins japonais, évidemment, j'aime les plantes, j'aime le Japon, la combinaison des deux, je vais aimer. Donc voilà, c'est un lieu très sympathique où se balader, il n'y a pas qu'un jardin japonais, il y a des jardins plus... Il y a des jardins occidentaux, je ne sais plus si c'est anglais ou français, ça doit être français.
voilà. Mais c'est très sympathique de se balader là-bas, donc je ne ferai que te recommander ce lieu. Et il me semble que c'est tout pour ce bilan culturel. Donc, ma foi, je te retrouverai pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas, si t'avais quelques questions, etc., n'hésite pas du coup à les mettre sous ce petit post. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!